Firmin Teko Agbo et Adam Adjronou sont là. On va parler du Mali. La France a des interrogations sur le respect par la junte au pouvoir au Mali du calendrier électoral qui prévoit le retour des civils au pouvoir en février 2022 à la faveur d'élections présidentielles et législatives, a déclaré mardi 14 septembre le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian. Alors, je donne la parole à Adam Adjronou. La réaction de la France, pourquoi cette réaction? Cette réaction, tout simplement parce que la France paie le lourd tribut au niveau du Mali. Et c'est tout à fait normal qu'elle ait donc un regard sur la situation sociopolitique du Mali. Non seulement, vous savez, il n'y a pas que les Africains qui sont déployés sur le terrain malien pour intervenir dans la crise malienne. La France a eu quand même à perdre de ses citoyens. Il a eu quand même, ou continue par avoir à mobiliser des fonds, essentiellement pour prendre soin ou quand même entretenir les forces déployées sur place. Et donc je pense que gouvernement civil permettre à la France tout à fait de voir clair et de pouvoir tenir aussi dans ces prévisions liées au déploiement ou à la réorganisation de la force Barkhane sur ces territoires-là. Mais je pense que ici également la responsabilité de la CEDEAO est engagée. Pour la simple et bonne raison que je l'ai dit, le principe de subsidiarité qui oblige, disons, la sous-région la plus proche de cet État-là à pouvoir prendre des dispositions et donc tous les autres partenaires bilatéraux ou puissent calquer leur regard sur ce qu'a dit la CEDEAO. Moi, je me dis, entre-temps, c'est vrai, la souveraineté que tend aujourd'hui de ressusciter certains leaders pour expliquer certaines motivations qui ne vont pas avec. Je pense que ces genres d'analyse doivent être amortis par l'intervention de la CEDEAO. Parce que sans la CEDEAO qui a dit en son temps que voilà, ils sont obligés, vu la situation présentée, ils sont obligés d'accompagner le Mali à arriver, disons, à une transition assez réussie. Mais je pense également qu'il y a une nonchalance dans certains prix de décision parce qu'aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, puisque aujourd'hui, je pense que s'il faudrait tenir dans le calendrier de fin février, déjà on devait, on l'a dit là, je pense que la semaine sur passée, on l'a dit, on devait déjà commencer par voir des dispositions qui soient mises en place pour permettre à ce qu'on puisse tenir dans cet agenda-là. Mais si rien n'est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça voudrait dire déjà, il y a eu un retard dans la programmation de tout ce qu'il faut pour arriver donc à ces élections en février. Donc du coup, chacun sait pertinemment qu'il faudrait commencer par des prémices qu'on n'a pas vues. Donc du coup, chacun sait qu'il y aura forcément un glissement de calendrier. Mais glissement de calendrier pour glissement de calendrier, c'est ce que refuse tout le monde. Il faudrait quand même qu'on ait des motifs. Justifier cela. Non seulement justifier, mais qu'il faudrait quand même que des actes palpables soient déjà menés pour permettre à ce que nous avons commencé sur un certain nombre de choses. Et vu ce que les difficultés que nous avons ne pourront pas tenir dans l'agenda. Et pour le moment, on ne voit aucun signal. On ne voit aucun signal. Et la CEDEAO aussi a muette sur la question. On a vu déployer personne pour aller inciter, disons, ces putschistes-là à pouvoir véritablement être dans le regard de la communauté internationale. Je pense que cette intervention de Jean-Yves Le Drian ou carrément la France prise dans sa globalité vient en ce sens réveiller la CEDEAO dans son sommet et faire en sorte qu'il puisse réellement... C'est un message, non, c'est un message, c'est pas peut-être, c'est un message envoyé à la CEDEAO, mais également, disons, à ces putschistes-là, mais bien évidemment avec des velléités d'intérêt derrière. Et puis de toute façon, lorsque vous êtes une puissance étrangère, comme je l'ai dit, la France peut justifier l'intervention directe dans cette crise au niveau du Mali, compte tenu du fait qu'il y a eu une opération qui est sur place, qui a coûté des millions, voire des milliards à la France. Donc, il a quand même cette posture-là de pouvoir intervenir directement. Mais nous qui sommes affectés, je parle dans des pays de la CEDEAO, puisque vous savez, cette crise-là, lorsqu'on parle de la crise du Mali, il n'en demeure pas également de parler des nombreuses crises que nous avons connues. La dernière en date, c'est la crise guinéenne. On ne peut pas quitter, on ne peut pas citer donc la crise malienne sans citer la crise qui est donc le provocateur de la crise guinéenne. Donc c'est en ce sens que moi je pense que le message est beaucoup plus adressé à la CEDEAO plus qu'au Mali, de pouvoir intervenir dans cette crise-là, de faire en sorte que d'aider, d'accompagner le Mali à pouvoir organiser ces élections-là que de pouvoir laisser la situation stagnante. Firmin Teko Agbo, au-delà d'un simple message, on voit presque un ton de durcissement de la France. Oui, la France peut avoir un ton de durcissement, mais la France même sait qu'elle ne maîtrise plus
trop grand chose. Oui, elle maîtrise, surtout politiquement, elle ne sait à quel sein se vouer. Elle ne maîtrise rien. C'est comme tout est flou pour elle, parce que Assimi Goïta n'est pas très clair. Entre-temps, Assimi Goïta avait demandé à la France de revenir, de ne pas quitter avec la France Barkhane et on en a vu la suite, mais on sait que Assimi Goïta est beaucoup plus tourné vers les Russes. Les Français sont un peu déçus et ne veulent plus vivre ce qu'ils sont en train de vivre au niveau de la Centrafrique. Au niveau de la Centrafrique, Touadéra a choisi les Russes. En-temps, la France avait coupé l'aide budgétaire, mais le Premier ministre qui est arrivé a dit non, on ne peut pas couper avec la France, il faut continuer avec la France. Mais la France sait que avec les Russes et Touadéra, les résultats sont beaucoup plus probants avec les Russes. Les Russes ont aidé les Centrafricains ou le pouvoir centrafricain à organiser les élections. Ils sont contestés. Ils ont contesté, bien sûr, qu'ils sont contestés, mais les Russes ne sont pas surtout avec leur Wagner là. Donc, ils sont là et vous aident à reconquérir les territoires perdus que vous avez perdus entre-temps, qui étaient entre les mains des rebelles. Donc, avec les Russes, les résultats sont beaucoup plus concrets et c'est pour cela que les Centrafricains veulent se tourner vers les Russes. Donc, la France est en train de perdre du territoire au niveau de la Centrafrique. Et regardez, avec ce qui se passe au Mali, mais la France se dit, mais où est-ce que je suis en train d'aller? Du moment où la CEDEAO même n'arrive pas à être ferme. Et Assimi Goïta, qui n'est pas seul, qui a une puissance derrière, mais qui n'est pas la France. Avec cette situation, mais comment ça va se passer? Et la France se dit, mais au moins si on arrive à organiser les élections, et qu'il y a un pouvoir civil, on peut aller facilement négocier avec le pouvoir civil. Parce que le pouvoir civil, on va discuter avec lui, on va dire, maintenant, c'est ce que nous vous proposons, si vous choisissez les Russes, ainsi de suite. Alors que par exemple, Assimi Goïta, lui, il est là, il est beaucoup plus russe, quoi, russophone. Donc, oui, il est beaucoup plus russophone. Donc, la France se dit, la situation ne l'arrange pas parce qu'elle ne maîtrise pas grand-chose. C'est compliqué pour la France. C'est compliqué pour la France. Et la CEDEAO, elle a taciturne, elle ne dit pratiquement rien parce qu'elle n'a aucun pouvoir sur le pouvoir Goïta. Le pouvoir Goïta. La France se dit, comment est-ce que je peux prendre la situation en main et tout ça. Et Assimi Goïta qui ne peut pas partir non plus. Assimi Goïta ne peut pas partir. Jusqu'à présent, on ne sait pas. On le voit invisiblement dans tout ce qu'il fait. On le voit. Comme Madame l'a dit, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de signaux. Il n'y a pas de signaux. Il n'y a rien pratiquement qui démontre à suffisance que ce pouvoir-là veut quitter, veut organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Assimi Goïta est là, moi je me dis, il y a une chose que moi je leur demande, c'est-à-dire ils ont reproché un certain nombre de choses à Ibeka, mais depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Il y a des choses qu'ils reprochaient à Ibeka. Oui, eux, ils sont là et qui disent aujourd'hui, voilà X, Y, ce que nous reprochons à Ibeka. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons essayé de corriger ceci, nous avons essayé de corriger cela. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien, ils ne parlent pas, ils ne disent même pas quand est-ce qu'ils vont organiser les élections. Entre-temps, nous avons parlé de février, on ne sait pas si cela sera possible, mais je doute fort parce que nous sommes en septembre. Entre septembre et février, ça va déjà 5 mois. Est-ce qu'il y a déjà toutes les mesures qui sont déjà prises pour qu'on parle d'une probable élection, peut-être d'élection générale en février? Bon. C'est-à-dire, sur ce point, il y a un doute. Et puis, il y a une certaine légèreté de la part du pouvoir malien dans la gestion de cette transition, quoi. On les voit pas pragmatiques. C'est comme ils s'en foutent, ils se disent ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ils savent que la sanction économique, il sera difficile à la CEDEAO de leur imposer la sanction économique. Parce que là, on impose la sanction économique au Mali, c'est tous les pays de la CEDEAO qui vont être affectés. N'oubliez pas que le Mali a au moins une dizaine de frontières. Donc vous imaginez, et ça passe, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc il sera difficile à la CEDEAO. De sanctions économiques. Donc, comment il n'y a pas de sanctions économiques, il n'y a pas de problème. Si la France dit je vous quitte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les Russes sont là, vont occuper leur territoire. Donc, c'est ce qui fait que le pouvoir, c'est un manipulateur, Assimi Goïta, c'est un manipulateur et il manipule tout le monde. La CEDEAO, du moment où elle n'a aucune force en réalité, aucun pouvoir, donc la situation arrange Assimi Goïta. Peut-être il va faire 2 ans, 3 ans au pouvoir. Vous savez, ce qui s'est passé au Tchad. Il ne se représente pas. Mais je doute fort qu'il ne se représente. Parce que celui-là qui est arrivé, Assimi Goïta, ce n'est pas Sanogo. Assimi Goïta, lui, veut le pouvoir.
Vous imaginez, Assimi Goïta, lui, veut le pouvoir. Entre-temps, il avait fait un coup d'État, on l'avait contraint à démissionner et à occuper la vice-présidence. Il est revenu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Maintenant, il est revenu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il prétend faire? Rien, on ne sait rien. Mais l'autre chose que les gens ne doivent pas ignorer, nous, de perdre de vue, c'est que Assimi Goïta profite de cette situation pour narguer les Français. Quand cela s'est passé au Tchad, on a vu comment la France a réagi. Donc les jeunes sont en train de dire, mais au niveau du Tchad, vous n'avez pas réagi. Vous êtes venus féliciter même le petit. C'est la même configuration. Ce n'est pas une question de même configuration. Du moment où c'est une question de coup d'État, du moment où c'est une question où les militaires viennent au pouvoir et veulent exercer, mais on doit combattre cela. La France, c'est un pays des droits de l'homme, c'est la 5e grande démocratie au monde, en fait. Vous imaginez, la France fait partie du G7, des 7 premières puissances du monde. Donc, la France ne peut jamais accepter collaborer avec les dictateurs. La France ne peut jamais apprécier ou donner toute sa bénédiction au pouvoir ou aux jeunes qui arrivent au pouvoir par coup d'État. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que la France devrait en réalité combattre avec véhémence, condamner avec véhémence ce qui s'est passé au Tchad, avant de pouvoir condamner ce qui s'est passé au Mali. Donc, c'est 2 points, 2 mesures. Les jeunes s'en sont aperçus et se disent, mais si vous voulez régler notre problème, allez régler d'abord ce qui se passe au Tchad. Or, la France, dans cette situation, est impuissante. Elle n'arrive pas à réagir. C'est pour ça que les jeunes sont en train de la narguer, de la manipuler ainsi. Adam Firmin a dit quelque chose. Si la France veut partir, les Russes sont là. Déjà, on a eu également la réaction de la France qui dit qu'elle est prête à quitter le Mali du Nord si Assimi Goïta traite avec le groupe Wagner, ce groupe russe. Oui, vous savez, le groupe Wagner, qui parle du groupe Wagner, parle du mercenariat. Il faut quand même savoir raison garder et nuancer un peu, disons, cette collaboration avec le groupe Wagner, et qui parle de collaboration avec le groupe Wagner, parle directement de l'intrusion du mercenariat dans les actes de la nation, ce qui est regrettable. En temps normal, je pense que c'est l'Afrique dans sa globalité qui devait être dans cette logique de la France. Parce que vous en souvenez, lorsque nous prenons toutes les crises que nous avions connues après les indépendants, dans les années 80, dans les années 85 jusqu'à 90, avant l'avènement de la démocratie, vous constaterez que tous les coups d'État que nous avions connus en Afrique sont passés du mercenariat. Donc ça voudrait dire que déjà qu'il y a des bribes qui commencent déjà par ressurgir, nous montant véritablement qu'on veut véritablement asseoir cette question de turbulence institutionnelle dans nos États. Et là, directement, si les voix se lèvent contre les coups d'État que nous avions connus ces derniers moments, puisqu'on n'en a pas connu il y a très longtemps, ça voudrait dire quelque part que l'Afrique commençait déjà à dessiner une nouvelle page de sa vie en renouant fortement donc avec la démocratie. Donc aujourd'hui, que nous avions dans ces coups d'État qui commencent pas déjà à avoir des effets de contagion, et ces coups d'État riment aujourd'hui avec l'intrusion du mercenariat, ça voudrait dire quelque part que si nous ne prenons pas garde, nous arriverons à un moment donné à pouvoir donc l'instaurer, instaurer donc le passage en force dans nos États. C'est en ce sens que je dis, au-delà des appréhensions d'intérêt, puisqu'aujourd'hui on peut justifier peut-être la démarche du paysan Goïta, entre griffes, puisque de toutes les façons, je profite pour nuancer un peu le fait que, après, puisque ce qu'on reprochait à IBK jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas pu faire mieux. Mais aujourd'hui, je pense que l'opinion malienne sait pertinemment que Assimi Goïta est sur un pouvoir de fait. Puisque de toutes les façons, tout le monde le sait, même si lui-même se pressent être président, de toutes les façons, tout le monde sait que c'est un président de fait. Puisque à partir du moment où vous venez par force, ça voudrait dire que vous n'avez pas tous les leviers possibles pour vous imposer. Voilà pourquoi les Maliens ne trouvent pas opportun de pouvoir se lever contre la gestion d'abord du pays, parce que pour eux, le regard est beaucoup plus orienté sur l'organisation des élections et donc de céder le pouvoir à un président légitime et à un président normalement élu à qui on peut demander des comptes. Donc aujourd'hui, les Maliens ne sont pas dans une logique de pouvoir demander des comptes liés à la gestion du pays, à Assimi Goïta pour eux qui organisent les élections et concèdent le pouvoir donc aux civils. Maintenant, revenons sur la question là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il peut justifier le fait qu'il sait que de toutes les façons, l'armée malienne n'est pas aujourd'hui prête à pouvoir affronter les djihadistes, qui d'ailleurs même autour de Kida. Carrément. Pourquoi on va traiter avec tout à fait. Groupe, et aujourd'hui, aujourd'hui, on tend pratiquement à retourner dans la situation d'avant 2013, la situation qui a permis que Gao et tout ça là où était donc envahi par les djihadistes.
Et au niveau de la zone de Kulukoro, on constate que les djihadistes sont omniprésents et que l'armée malienne n'arrive véritablement pas à faire front. Donc là, il est conscient qu'il n'a pas aujourd'hui les moyens nécessaires pour combattre dans ce djihadisme-là. En témoigne le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que la France parle d'un remaniement stratégique pour faire peut-être intervenir d'autres puissances occidentales pour lutter efficacement contre le djihadisme. Mais au même moment, il sait que lorsque la France va réorganiser ce dispositif-là, ils seront, disons, plus affaiblis encore. Donc, il cherche d'autres alliances pour lui permettre de lutter d'abord contre ce terrorisme avant d'organiser des élections. C'est en ce sens qu'on peut peut-être comprendre. Mais lorsqu'on parle du mercenariat, et le mercenariat étant un facteur qui rime avec les coups d'État par le passé, on ne doit pas aujourd'hui être d'accord avec l'intrusion du mercenariat dans la gestion de nos États. Puisqu'on l'a vu de toutes les façons, ils étaient en Centrafrique, etc. Aujourd'hui, ils ont affiché pratiquement les intérêts. Ça, c'est un groupe qui vaut beaucoup de milliards. Mais ils ont exigé également, disons, qu'ils ont la main sur un certain nombre de ressources minières. Ce qui n'est pas derrière même une bonne chose, d'abord pour le Mali lui-même et pour la sous-région. Donc je pense que sur cet aspect, au-delà des appréhensions d'intérêt que nous essayons aujourd'hui de professer contre la France, il faudrait quand même que pour la sauvegarde de la démocratie dans nos États, que nous-mêmes nous combattons dans ce phénomène de mercenariat-là, en évitant qu'Assimi Goïta puisse donc faire front ou carrément être, disons, en mèche avec donc ces groupes mercenariats qui risqueraient peut-être d'établir le mode de prise de pouvoir par la force au niveau du Mali avec ses effets de contagion et ramification. Quel rôle justement la CEDEAO peut jouer? La CEDEAO, lors de sa mission le 7 septembre dernier à Bamako, s'est dit préoccupée de la situation actuelle, parlant de l'organisation des élections à venir, puisqu'on sait que la junte a dit c'est en 2022 qu'elle aura dans 5 mois à organiser les élections. Et comme Madame l'a dit tout à l'heure, Firmin, on ne voit pas les signaux. Quel rôle la CEDEAO peut jouer aujourd'hui, même si elle n'est pas écoutée? Quel rôle elle peut jouer? Quand la CEDEAO se dit préoccupée, ça veut dire c'est fort. C'est fort parce qu'elle est dans une situation d'incertitude totale, où il y a un chef de l'État par l'intérim qui est en train de la manipuler. C'est-à-dire, on ne sait pas quand est-ce que les élections vont se tenir. Donc, la situation préoccupe. La situation se préoccupe du moment où il n'y a aucun éclairci devant. On ne sait pas là où on va. Tout est noir, tout est sombre. Surtout avec Assimi Goïta, c'est-à-dire vous discutez avec Assimi Goïta, mais il n'y a rien de concret qui sort ou qui se dégage des discussions. Le rôle que la CEDEAO peut jouer, c'est de voir quel type de sanctions peut contraindre Assimi Goïta à sortir un calendrier bien établi en ce qui concerne les élections à venir. S'il n'y a pas de sanctions, parce que si c'est une question de dialogue, on va dialoguer avec lui, il va dire la situation est difficile et tout ça, que maintenant, donnez-nous encore du temps, Ibeka fait ci, Ibeka fait ça, donc donnez-nous encore du temps, on va prendre du temps pour organiser ceci. Vous avez vu, il y a eu des coups d'État, c'est pour ça qu'on n'a pas pris du temps, c'est pour ça qu'il y a eu encore d'autres coups d'État. Donc il va leur parler de très gros français, mais qui ne pourrait pas les aider en fait. Donc ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est, je pense qu'il faille aller aujourd'hui à des mesures beaucoup plus contraignantes. S'il n'y a pas de mesures contraignantes, Assimi Goïta ne va sortir aucun calendrier. Parce on que peut le avoir gaz ces doit mesures, passer, les mesures contraignantes. Des mesures, peut-être, s'il faut peut-être... Les sanctions ciblées. Les sanctions ciblées, peut-être bloquer leur avoir, geler leur avoir, quelque part. Tous ceux-là qui participent au gouvernement, tous ceux-là qui gèrent aujourd'hui, qui constituent aujourd'hui le pouvoir, peut-être, si on peut leur cibler. Interdiction de voyage, par exemple, interdiction de voyage, gel des avoirs, ainsi de suite. Donc, si on peut cibler ces gens, un certain nombre de personnes, de personnalités, je pense que ça peut aller là. Et ça va les contraindre à organiser, à aller un peu plus vite. Ça dit, vous ne pouvez pas voyager en France, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, peut-être même certains pays africains, ils vous interdisent d'aller là, alors que vous avez des choses à faire là-bas, ou à toutes les réunions de la communauté, de la CEDEAO, vous n'y participerez pas. Donc, s'il y a ces choses-là, je pense que ça va les contraindre. Lorsqu'Adam parlait tout à l'heure, en combattant condamnant le fait que les Africains aient choisi aujourd'hui le mercenariat, je pense que les Africains, on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Les Africains aujourd'hui s'égosillent, les Maliens, les Centrafricains s'égosillent aujourd'hui du fait d'avoir une nouvelle collaboration avec les Russes. Avec les Russes. Moi, ça me fait... Bien sûr, la France aussi défend ses intérêts parce que c'est pas la France aujourd'hui qui va combattre le mercenariat aujourd'hui. Quand on va voir les Bob Denner et tout ça, c'était
c'est eux qui perpétraient les coups d'État en Afrique. Et moi, l'interrogation, est-ce que l'Afrique ne peut pas vivre sans ses Occidentaux? Non, Parce ça que c'est quand on a l'impression on délaisse la France, on veut engager la Russie. Oui, c'est ce que je dis. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Oui, bien sûr, la France, on peut lui reprocher des choses, mais ce que la France dit n'est pas faux. C'est pas faux. Et regardez, il n'y a pas de puissance qui veuille notre intérêt. Il n'y a pas de puissance qui veuille protéger les Africains. Ça n'existe pas. Même les mercenaires pour leurs intérêts. Non, eux, ils l'ont dit clairement. Ils l'ont dit clairement. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'argent pour les payer, mais vous leur cédez au moins une partie de vos mines, une partie de vos richesses. Ils sont directs peut-être. Ils sont directs. Oui, ils sont directs. Mais de toutes les façons, c'est la même chose. Tout s'entrecoupe. Tout s'entrecoupe. Les Turcs, ils se sont rendus compte que pendant longtemps, la France a eu à gérer l'Afrique comme bon lui semblait. Maintenant, il faut aussi sortir aujourd'hui. L'Afrique, c'est un grand marché. Il faut venir au-dessus du continent africain, conquérir un certain nombre d'espaces. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais les Maliens ne doivent pas s'en réjouir. Parce que les Russes ne sont pas là pour la beauté des Maliens, pour leurs beaux yeux. Les Russes sont là pour leurs intérêts. Tous ces milliards, les mines qu'ils vont exploiter, tout ça là, mais c'est dans le compte de la Russie. C'est de l'argent, des milliards qui vont quitter le territoire malien pour aller en Russie. Vous imaginez, les Africains doivent comprendre ça, que les nouvelles puissances qui sont là, que ce soit la Turquie, que ce soit la Russie, ne sont pas là pour nos beaux yeux. Et ces puissances sont là pour leurs propres intérêts. Bien sûr, si on veut délaisser la France, si on ne veut plus de la France, mais c'est-à-dire il ne faut pas aller chercher une autre puissance. Parce que avec les Russes, vous avez l'impression d'avoir les résultats. Même avec les Chinois, on a l'impression d'avoir les résultats. Mais quand vous voulez fouiller, vous voulez enquêter, vous allez voir que c'est des situations beaucoup pires. C'est des situations qui n'arrangent pas trop. Mais vous avez dit, est-ce qu'on peut se départir aujourd'hui des Occidentaux? La question est un peu difficile. Du moment où les Africains même ne veulent pas rester quelque part réfléchir pour voir comment réorienter leur politique d'avenir. Les interrogations, Adam Adjronou, de la France qui peut-être vont aiguillonner la CEDEAO à réagir comme Firmin l'a dit, mais au niveau de la CEDEAO aussi, les États sont divisés dans leur manière de voir les choses, de voir précisément la situation sociopolitique au Mali. Non, vous savez, la divergence d'opinion sur des appréciations données n'a jamais fait reculer une institution. Ça a toujours fait avancer l'institution. Et c'est normal. Lorsque vous êtes des présidents de différents pays, vous n'avez pas les mêmes regards de la gouvernance, les mêmes regards des tests sociologiques qui régissent la CEDEAO. Cette divergence-là permet naturellement de pouvoir réformer disons, tous ces tests-là et l'institution en elle-même et pouvoir avancer. Donc ça ne fait pas reculer, c'est d'ailleurs même des trucs à positiver. C'est très important. Nous avons vu certains présidents qui ont commencé déjà par lever le ton en demandant le fait que, disons, la CEDEAO soit plus réformée pour être davantage plus percutant. Du président libérien Georges Weah. Tout à fait, oui, et Ambalo de la Guinée-Bissau, qui l'ont dit clairement, pour ne pas dire, ils ont d'abord condamné, mais trouvant quand même des artifices en interpellant donc la CEDEAO à pouvoir revoir sa posture. Sinon, à l'avenir, on risque véritablement d'être dans une sphère où on va pratiquement l'instaurer en règle de gestion, la règle d'intervention dans nos pays. Mais en même moment, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ait le courage et la réalité enfin de reconnaître que nous, les pays africains, nous avions échoué. Aussi bien dans notre gestion, et cette corruption-là qui engagriné nos États depuis très longtemps a fait que nous n'avons pas pris les moyens pour réellement mettre en place aussi bien nos institutions, lorsque nous prenons des armées, à donner à nos armées les moyens nécessaires. D'abord, créer des armées républicaines, faire en sorte que ces armées-là soient suffisamment formées et avoir les outils nécessaires pour parer à tout danger de nos pays. C'est ce que nous constatons au niveau du Mali. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore la capacité nécessaire pour se défendre d'abord. C'est ce qui fait que nous tendons toujours la main en demandant l'intervention de telle ou telle puissance. On le voit plus au niveau de l'armée malienne. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est vrai qu'au niveau de pouvoir faire en sorte que nous ayons, disons, des forces réunies pour combattre peut-être un danger donné, il faudrait commencer, que la question commence par se poser au sein de la CEDEAO. C'est vrai qu'on sait individuellement, c'est toujours difficile, mais je pense que la CEDEAO, comme il a fait au niveau, puisque nous avons connu la force ECOMIB en Guinée, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà par réfléchir sur ce genre de forces, les équiper, avoir une base
peut-être la CEDEAO peut avoir 3 bases où nous avons des unités spéciales lourdement formées pour intervenir militairement et puis les équiper. Par exemple, quand on prend la Gambie, on a eu à menacer la Gambie. Tout à fait. Et il a cédé. Donc je pense que, et ça également doit rimer avec donc la fermeté de la CEDEAO, qui aura les outils nécessaires pour intervenir en cas où nous avons des pays où on veut peut-être aller, disons, à des coups d'État institutionnels, que la CEDEAO ait les outils nécessaires pour intervenir et faire parer donc ces gens-là qui ont des velléités de pouvoir tordre le cou à la Constitution. Mais bien avant, il faut respecter l'ordre constitutionnel. C'est ce que j'ai dit, puisque l'ordre justement, parce qu'il vous en souvient, je pense que la fois dernière, on en discutait ici, lorsque la CEDEAO a envoyé des émissaires chez Alpha Condé pour le dissuader à ne pas, disons, tordre le cou à la Constitution pour briguer un 3e mandat. Il a fallu quand même arriver au mai avec les émissaires de la CEDEAO, parmi lesquels il y avait 2 chefs d'État qui étaient envoyés sur place. Et justement, la CEDEAO a reculé. Mais là où c'était encore difficile pour la CEDEAO, on a vu la CEDEAO qui n'était pas d'accord. C'est vrai qu'il n'a pas eu les outils nécessaires pour l'exprimer et empêcher à ce que Alpha Condé puisse tordre le cou à la Constitution de se présenter pour un 3e mandat. Mais au même moment, on a vu lors de l'organisation de ces élections-là, il a envoyé des observateurs. Donc là, on ne peut pas comprendre cette CEDEAO. Voilà, donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être une politique de 2 poids 2 mesures qui font que la CEDEAO, en temps normal, si vous n'êtes pas d'accord, je ne vois pas en quoi vous devez aller présenter dans des observateurs pour observer ces élections-là. Il faudrait être ferme du point de vue du fait que nous avons refusé, nous avons mis donc notre opposition à ce coup d'État constitutionnel. On ne pourrait pas envoyer donc des observateurs dans ce pays-là. Là, aujourd'hui, je pense que la CEDEAO aurait des outils pour justifier le fait qu'aujourd'hui, on peut peut-être donner, même sans le dire fortement, dire que voilà, on vous avait prévenu sur le fait que faire dans ce coup d'État constitutionnel n'était pas bon. Voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas des outils nécessaires pour dire donc, à ces putschistes-là de ne pas le faire. Quelque part aussi, ce n'est pas bon. Même si c'est un peu voilé, de toutes les façons, il n'appartient qu'à l'armée de pouvoir instaurer l'ordre constitutionnel si celle-ci est venue à être menacée. C'est aussi une menace, comme toute autre menace qui peut donc menacer la République. Donc, les forces de l'ordre de sécurité sont là pour parer à toute tentative de déstabilisation de nos États. Firmin Tekou Agbo, finalement, c'est une pression de la France sur la junte militaire au pouvoir à Bamako. Cette sortie de Jean-Yves Le Drian, le ministre. Oui, c'est une pression de la France, mais on va savoir si cela va aboutir, si cela va avoir un impact favorable. On ne sait pas, parce que la France, c'est comme la France, elle aussi, elle n'est pas en position de force. Elle n'est pas en position de force, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pas la même chose en Guinée, hein. C'est pas la même chose au Tchad. Ici, c'est pas la même chose en Centrafrique. Donc, ici, la France perd du terrain, mais elle sait qu'elle est en train de perdre. Mais elle n'arrive pas à supporter la situation. Mais reste à savoir ce que ça va donner. Mais ce que Adam a dit, je pense que la CEDEAO, il faudrait revoir tous ces tests. Tous ces tests, c'est-à-dire toutes les grandes dispositions qui ont été... De réformes en profondeur. Oui, il faut une refonte complète de la CEDEAO, de tous les tests de la CEDEAO. Quand on parle de libre circulation des personnes et des biens, même, par exemple... C'est pas respecté. C'est pas respecté. Donc, c'est pas respecté. Vous allez au Ghana, vous avez des problèmes. Vous allez au Bénin, vous avez des problèmes. Ça, ne serait que ces petites dispositions-là ne sont pas respectées. Encore que c'est politique. Au niveau politique même, c'est là où c'est beaucoup plus difficile. Les chefs d'État ne veulent pas respecter certaines choses parce que ils savent que la CEDEAO n'a pas de pouvoir. La CEDEAO n'est pas puissante. La CEDEAO n'a aucun pouvoir coercitif pour les contraindre à respecter un certain nombre de dispositions. C'est pour ça que les chefs d'État aussi se comportent comme ça, Alpha Condé se comporte comme ça, Ouattara se comporte comme ça, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils n'iront pas. Ils ne sont que 2. Pardon? Ce sont les 2 seulement qui vont à l'encontre? Non, mais il y a d'autres qui sont allés. Donner des exemples. Non, c'est juste de petits exemples que j'ai donnés. Oui. Mais parce qu'ils savent qu'en réalité, ils sont membres de la CEDEAO, ils savent ce qui se passe, ils savent que la CEDEAO, en réalité, c'est le point focal de la France, en quelque sorte. La CEDEAO n'a pas de pouvoir. Regardez ce qui s'est passé au Togo. Quand les choses se passaient au Togo en 2017, Macron a dit j'ai discuté avec le président Alpha Condé, qui est le président en exercice de l'Union africaine, j'ai discuté avec la CEDEAO, on va voir tout ça. Parce qu'on sait que, mais si la CEDEAO va agir ou l'Union africaine va agir, elles doivent attendre l'ordre venant de Paris. Donc vous imaginez. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique, et Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique.
Merci.